puisqu'il y a le groupe qui nous attaquait, il y a le premier groupe qui nous poursuit. On courit, avant d'arriver là, l'autre, on va dans la brousse de protection. En 2019, la France commémore avec la communauté internationale le 25e anniversaire du génocide rwandais et la mémoire de ses 800 000 victimes. La France commémore également le 25e anniversaire de l'opération Turquoise, la seule opération militaire lancée pour mettre un terme au massacre. Les 3000 militaires engagés au Rwanda, dans le cadre de cette opération à vocation humanitaire, méritent notre reconnaissance et notre admiration. L'intervention humanitaire de la France au Rwanda est une opération difficile. Personne ne se le dissimule. Cette décision est grave. Tout sera fait pour que les soldats français ne soient pas mis dans des situations où ils n'auraient pas les moyens d'assurer leur sécurité. Nous étions plongés dans l'actualité. Et donc cette actualité nous avait fait nous préparer intellectuellement à partir éventuellement dans cette région-là. Très honnêtement, c'était une forme de saut dans l'inconnu. On nous demande de se préparer à un éventuel départ pour le Zaïre, en frontière du Rwanda. On va aux EFAO, aux éléments français d'assistance opérationnelle en République centrafricaine à Boire. Donc on est prépositionné éventuellement pour une intervention. Vous savez, quand on est soldat, quand on est aumônier, on vous dit de partir et vous ne réfléchissez même pas. Donc vous faites votre pactage et vous partez, c'est évident. Un coup de téléphone m'est destiné qui me dit « Jacques, prépare-toi, tu pars demain ». Je la prends un vendredi pour le départ du lundi qui suit. J'ai toujours voulu faire de l'humanitaire, j'ai voulu toujours soigner. Et qui plus est, je sais que je serai amenée à soigner des enfants de par ma spécialité de péricultrice. Pour une fois, par rapport à d'autres OPEX, eh bien, il y avait une petite inquiétude. Voilà. Au moment où j'ai dit oui, on y va, je ne m'imaginais pas ce que j'allais vivre sur le terrain. Il y a cette extraordinaire machine logistique qui s'est mise en place et d'une certaine manière, c'était un peu de l'avion stop. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la place dans les avions, nous embarquions et nous partions. On arrive à Goma, le climat un peu lourd, pesant. On échange un peu avec les Zaïrois, voilà, mais c'est un peu tendu. On sent une certaine tension quand même. Là, j'arrive sur le site de l'émir à Siangougou. On a séjourné dans une salle qui a été d'ailleurs après le futur bloc. C'était la seule salle en dur où il y avait effectivement, je me rappelle, du sang sur les murs. Donc on avait déjà compris qu'il s'était passé des choses. On rentre en colonne dans le Rwanda et là, assez vite, on se retrouve avec des flux de population. Des gens qui applaudissent, des gens qui nous regardent. On se demandait aussi qui nous applaudissait, quoi, des fois. On se demandait si c'était vraiment les bonnes personnes qui nous applaudissaient. On ne savait pas si c'était des adversaires ou des gens bien ou des gens pas bien. On ne part pas faire la guerre, c'est très clair. On ne part pas faire la guerre. On ne part pas confronter à un ennemi. Après, on nous a demandé effectivement de permettre à une zone humanitaire de se mettre et donc d'empêcher qui que ce soit d'utiliser des armes à l'intérieur de cette zone. Mais nous ne partons pas faire la guerre. Nous partons bien dans une mission humanitaire et c'est bien l'état d'esprit qui nous anime. Il y a des massacres, il faut faire cesser les massacres, en utilisant la force si nécessaire. Il y a la cavalerie, l'infanterie qui est engagée également sur le terrain et des forces spéciales. Et du coup, on a, entre guillemets, nous, cette capacité un petit peu à passer en module infanterie, de faire des patrouilles pour pouvoir détecter des faits de massacre ou des mouvements de foule, des échanges de tirs ou autres. Voilà. Je sais qu'on a été déployé 3 à 4 fois comme ça, avec des nuits sur des pitons, à écouter, à renseigner, du coup, notre commandement. Tel coup de feu dans telle direction, avec les distances et tout ça. Voilà. Les couples se formaient au Rwanda à cette époque-là entre Hutus et Tutsis, femmes et hommes. Et forcément, comme ils séparaient les Hutus des Tutsis, il nous est arrivé d'avoir des hommes venir sur nos positions, nous dire j'ai ma femme qui est cachée avec les enfants à 2 km dans un virage. Voilà. Et donc on menait les actions pour aller les récupérer, quoi.
recevais de temps en temps des messages de gens qui avaient protégé des Tutsis ou des Tutsis qui nous faisaient savoir où ils étaient, et on organisait des opérations de récupération. Il y a une phrase que je me répète depuis 25 ans, c'est « Qui sauve un homme, sauve l'humanité entière ». Et d'ailleurs, très régulièrement, je regarde, on a pris évidemment quelques photos à l'époque, et je me souviens notamment de cette jeune femme qu'on avait récupérée avec un rendez-vous, et donc je lui donne ma parka, et nous partons la mettre en lieu sûr dans un camp de réfugiés de Fortune. Et vous voyez, c'est dans ces moments-là qu'on se dit que notre mission, elle n'a pas été inutile. Nous, on est ici pour assurer la sécurité. Moi, je ne suis pas là pour défendre les Tutsis ou pour défendre les Hutus, mais pour défendre toutes les populations. Toute la population. Hein, il faut bien leur expliquer. Donc, quand il y a des gens qui sont menacés, il faut me le dire. Il faut que toutes ces affaires de tuerie, tout ça, ça s'arrête. Une fois que nous étions sur le terrain, nous étions avec notre libre arbitre. Et donc, j'ai travaillé avec mes tripes, puis les collègues qui étaient avec moi, pareil, quoi. On s'est soutenus les uns les autres parce que des fois, c'était tellement dur. Sur le plan humain. Qu'est-ce que c'est comme type de blessure? Comment? Une machette, ça. Alors là, juste, on les désaffecte et on emballe pour évacuer sur une antenne chirurgicale. Les premières consultations ont eu lieu donc à peu près au 5e jour, avec aussitôt l'impossibilité d'accueillir toute cette population. Sur le plan chirurgical, on a dépassé les 80 interventions en une semaine pratiquement. Et sur le plan hospitalisation, on a atteint la saturation sur le plan du travail potentiel des infirmières. Elle faisait 80 à 90 heures par semaine. Elle ne sortait pas, ou très peu. Donc c'était quand même très, très dur. Malgré l'apport des militaires du rang qui ont accepté de devenir des aides-soignants et de le faire, ils l'ont fait très bien. Et puis il y a eu cette intégration de personnel dont les prénoms ne s'inventent pas. La première que l'on a eue, elle s'appelait Espérance. Voilà, c'était... C'est la solidarité, hein. La solidarité. Donc on sait qu'on est là tous pour le bien des blessés, des réfugiés. Donc oui, on y va. On ne réfléchit pas. Cette cohésion a été très importante. De plus, on a reçu l'aide de Mauritaniens. C'est pas évident parce que c'est une population traumatisée, des yeux effrayés, mais je pense que tout le langage passait à travers les yeux. Et puis beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants évidemment blessés avec les mêmes blessures qu'avaient pu avoir les adultes. Des blessures auxquelles je ne m'attendais pas, avec des significations que les mamans essaient de m'expliquer. Eh bien voilà, qu'on coupait les tendons pour que les enfants ne puissent pas courir trop loin, pour qu'on puisse les rattraper pour les massacrer. Le soir, c'était important de noter ce que je vivais dans ma journée. Ça m'a permis aussi comme un livre qu'on écrit, de penser des plaies aussi peut-être. Le 16 juillet, j'ai marqué que j'avais fait une sortie du camp pour chercher Espérance, donc une infirmière locale. Ensuite, le dimanche 17 juillet, donc, avons raccompagné chez elle 2 patientes, 2 blessés par balle, des soldats rwandais, probable règlement de compte. Pour la première fois, on a affaire à une mission humanitaire, au sens vrai, simple, profond, donc humanitaire. On est allé dans ce dispensaire qui s'appelle toujours, je suppose, Saint-François d'Assise. Et là, on tombe vraiment sur une situation un peu dramatique. Donc, des blessés, des malades, entre autres, une jeune femme Tutsi qui venait d'accoucher toute seule, elle-même, et qui gisait dans une flaque de sang. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on était obligé de réagir rapidement. On a envoyé la femme et l'enfant à l'émir. Grâce à ça, elle a pu être sauvée avec son enfant. Et c'est comme ça qu'a commencé notre aventure au centre de Saint-François d'Assise. Donc on l'a baptisé il y a 15 jours, petit passé québécoise.
Les moments les plus difficiles pour moi, c'était pas à Siangougou, c'était plutôt à Goma, au moment de l'épidémie du choléra. D'un seul coup, on voit une masse humaine qui nous arrive dessus. Des milliers de gens qui nous déferlaient dessus, qui marchaient droit devant eux, comme des zombies. La frontière est ouverte parce que le Zaïre ne peut plus la contenir. Et là, il y a une véritable marée humaine qui déferle sur Goma et ses environs. C'était des personnes qui fuyaient leur pays, quoi. C'est là qu'on a vu des images terribles, quoi. L'instant de sidération étant passé, j'ai pris la caméra puis j'ai tourné un maximum d'images, comme celle de cet enfant qui pleure à côté de sa mère. C'était la fin pour elle, quoi. Elle avait marché et elle avait donné tout ce qu'elle pouvait pour sauver son enfant. On voit ce qui se passe. Si on n'avait pas réagi, si on n'avait pas fait quelque chose, je pense que c'était un coup à ne plus être droit dans ses bottes, quoi, hein, et perdre le fil de la mission qu'on était venu accomplir à Goma. Le 17, il y a eu 12 morts par le choléra. Le 18, il y en a eu 90. Le 19, il y en a eu 300. Et le 20, il y en a eu 1000. Et si on ne ramasse pas ces dépouilles mortelles pour aller les enterrer, eh bien, il y a un risque sanitaire épouvantable. Le pire, je crois, c'est quand on commence à ramasser quelques cadavres sur les bords de route. Pour moi, c'était pas mon travail normal de chef d'escouade. Le travail de chef d'escouade, c'est pour transporter de la marchandise, pour transporter du personnel militaire. Et transporter des gens décédés. C'est pas logique, c'est pas humain pour nous. C'était pas des images qu'on avait l'habitude de voir. À l'heure actuelle, on ensevelit de l'ordre de 2000 à 3000 personnes par jour. Car les différentes organisations et nous-mêmes, nous regroupons toutes les dépouilles mortelles ici. On met en œuvre 6 lignes de ramassage, hein, avec un certain nombre de véhicules qui passent 2 ou 3 fois par jour. Les sapeurs, avec leurs engins, créent évidemment des tranchées, et puis les soldats du bataillon de soutien logistique, mais alors là, pratiquement toutes les unités, à tour de rôle, viennent, si vous voulez, pour, une fois que les dépouilles mortelles ont été placées à l'intérieur de ces tranchées, mettre de la chaux, les sapeurs remettent de la terre, et puis voilà. Et la première fosse commune, on a été obligé de la fermer au bout de 10 jours. Il y avait 17 000 dépouilles mortelles. Le 24 juillet, l'armée américaine, dans le cadre de l'opération Restore Hope, a ouvert une station d'épuration d'eau très puissante de 6 à 700 mètres cubes sur les bords du lac Kivu. Et on a distribué jusqu'à 220 mètres cubes d'eau par jour. Alors là, évidemment, quand vous distribuez de l'eau épurée, vous contribuez à faire reculer le choléra. Ce qui a fait bien sûr reculer le choléra, c'est la Bioforce, qui ont fait des dizaines de milliers de vaccinations dans les camps. Et ça a été considérable. Ce qui reste de Turquoise aujourd'hui, en ce qui me concerne, c'est quelque chose de très particulier, parce que c'est quand même un peu douloureux. Un événement tel que celui-là vous ne pouvez pas, même si vous êtes le plus dur des durs, vous ne pouvez pas rester indifférent. C'est impossible, impossible. Quand on revient d'une mission comme ça, on est fier quand même. On est fier. On est fier de ce qu'on a fait. Malgré que ça soit pas facile à oublier. La raison pour laquelle je témoigne, c'est pour que tous les soldats qui étaient avec moi à cette époque, on puisse reconnaître ce qu'ils ont fait. Tout le monde avait le même sentiment, qu'on fait quelque chose de vraiment fort, humainement parlant. J'espère que longtemps encore, ces images-là serviront au moins de témoignage réel de ce qui s'est passé, enfin de ce que j'ai vécu. Hein. Ce qu'on a pu apporter ou faire là-bas, c'était vraiment une goutte d'eau. Tant l'étendue du désastre paraissait immense. La frustration vient que j'aurais voulu y rester. Voilà. J'aurais voulu que l'émir puisse rester plus longtemps, parce qu'on avait encore beaucoup à faire. Peut-être que Turquoise n'a pas sauvé des centaines de milliers de gens, quoique en empêchant les gens de partir
Mourir du choléra, peut-être qu'on atteint bien la centaine de milliers de gens. Mais je sais que je me souviens que nous avons sauvé des gens, nous avons sauvé des enfants, nous avons sauvé des femmes, beaucoup d'enfants et de femmes, parce que malheureusement les hommes avaient été massacrés. Et de ça, je m'en souviendrai jusqu'au dernier moment, je pense.